musiciens et producteurs, plus de 40 ans de carrière. Avec leur tube Elle Imagine, les frères Nakache ont parcouru les cœurs et puis les frontières évidemment. Aujourd'hui, Claude et Norbert viennent nous parler de toute leur actualité, mais pas seulement, puisqu'ils sont accompagnés de Stéphane. Un concert le 10 septembre à la salle Gaveau intitulé Se voir, se retrouver. Une exposition jusqu'à mi-juillet à la Cille à Levallois, on va en parler bien sûr dans un instant. Et une nouvelle comédie musicale, La Légende de Monte Cristo, fruit d'un travail transgénérationnel. On va bien sûr en parler longuement dans un instant. L'occasion de redécouvrir et de découvrir les nouveaux Nakache sur Radio J. Merci de votre invitation, merci. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Claude, Norbert et Stéphane sur Radio J. Merci Bonjour Cyrielle, merci de votre invitation, on est ravis d'être là. Mais avec grand plaisir, je suis ravie de vous recevoir. Je vous ai reçu il y a quelques années, alors bien sûr on va absolument pas refaire la même émission, mais on va se rafraîchir un petit peu la mémoire si vous le voulez bien. Merci d'être mes invités pour bien sûr découvrir toute votre actualité, mais cette émission a un ADN toujours très particulier qui est tenté de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, et je crois que ça fait aussi partie de votre ADN parce qu'il y a une phrase importante dans votre vie qui est « on existe à travers ce que l'on est ». Norbert. C'est effectivement à développer cette phrase. On est effectivement, il y a toujours une transmission. On existe, et bien sûr, de par nos parents, qu'on salue là où ils sont. Et il y a toujours une transmission, un atavisme. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, et c'est un peu notre fierté aussi, c'est que les enfants, on a la même passion, la passion de la musique, la passion du spectacle et la passion aussi de l'échange. Si je vous demandais à chacun dans cette émission aujourd'hui 3 mots pour vous décrire personnellement, c'est-à-dire vous Norbert, 3 mots pour vous décrire vous diriez lesquels ? Je suis bavard, 3 ou 128 ? Bavard déjà, on va commencer avec ça alors. Fidélité, honnêteté, c'est dur de parler de soi. Ouais. Moi, et puis je suis un peu coquin. Voilà. Non, dans le sens où on aime, moi j'aime la futilité, le second degré. On aime la vie, on aime la famille, on aime les gens, globalement, tout va bien. Il y a de la bonté en nous, il y a plein de choses positives. Claude, 3 mots pour vous décrire vous diriez lesquels ? Personnellement, j'aime bien le partage, en fait. Je suis un partageur. L'amour de la vie, bien sûr. Je pourrais parler de la bourra, peut-être, non ? Vous avez vu ce que je porte ? En plus, j'ai pensé à vous, parce que j'ai le t-shirt avec la bourra aujourd'hui, j'ai pensé à vous. J'embrasse la marque Euf by Jessie qui m'a offert gentiment ce joli cadeau. Et Stéphane, on va apprendre à vous découvrir dans cette émission, parce que vous êtes le fils de Norbert. On va commencer par 3 mots pour vous décrire et on va bien sûr... C'est pas facile de parler de soi. Je dirais fidèle. Un grand fidèle en amitié et en amour, intègre et entier. Intègre et entier. Je cautionne, moi son papa je cautionne. Vous cautionnez, écoutez, c'est le plus important si vous cautionnez. Est-ce que mon oncle cautionne ? Absolument. Alors vraiment, peut-être même plus que ton père. Si ça colle avec votre personnalité donnée à chacun tout au long de cette émission, on démarre bien sûr par le début, toujours le début. Alors vous deviez être 3 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il devait y avoir Marc, on l'embrasse très très fort, Marco, parce qu'il est à Florence. J'espère qu'il va aller dans cette merveilleuse synagogue à Florence. C'est prévu, il la connaît, il y retourne avec, il faut y aller, avec bonheur, elle est magnifique, elle est sublime. Incroyable. Il y est pour un mariage d'ailleurs. Il y est pour un mariage, et bien donc sûr. Voilà, forcément. Alors bien sûr, je vais parler de Claude et de vous Norbert. Vous êtes tous les deux nés entre 48 et 54, quelques années d'écart à Alger, je crois savoir, ou à Constantine. Vous allez me contredire. Attention, ne mélangeons pas. En Algérie. On salue les Algérois. Tous nés à Constantine. Tous. Marco avait 3-4 ans. Effectivement, notre jeune sœur Martine, qui a suscité, qui nous a un petit peu déclenché pour l'Imagine, dont je pense qu'on va écouter un petit peu tout à l'heure. Martine, la 6e enfant, notre petite sœur, et elle sera toujours notre petite sœur d'ailleurs, est née, elle, à Paris. Alors vous allez grandir en Algérie avant d'arriver bien sûr en France. Quelques années d'écart vous séparent. Dans le titre qui a fait votre succès que vous venez d'évoquer, Elle Imagine, vous racontiez l'histoire de votre sœur Martine qui elle est née en France et qui n'a pas connu l'Algérie. Vous oui. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi alors Norbert ? Une enfance simple, heureuse. Je me souviens un petit peu, j'avais quelques petites années effectivement, mais je m'en souviens très très bien.
Il y avait de la bonté, de la gentillesse, là, une communauté très heureuse en fait. C'était humble. Avec le recul, on se rend compte qu'effectivement, mais il y avait une humanité, il y avait une chaleur exceptionnelle, quoi. C'était beau. C'était une grande famille, je pense. C'était une grande famille avec le recul. Souvent, on nous a dit, est-ce que tu veux voir notre père, par exemple, on lui avait proposé de retourner pour voir un petit peu l'endroit où il avait vécu. Même nous, on nous a proposé, mais je ne pense pas. Enfin, perso, j'ai pas envie d'y retourner. J'aurais jamais envie d'y retourner parce qu'il y a une vision de la jeunesse, de l'enfance qui est trop belle. Mais c'était des petites maisons, des petits appartements où on habitait, mais c'était beau, c'était magnifique. Claude, vous faites partie, vous, des aînés. Vous aviez à peu près 14 ans à l'arrachement en 62. Est-ce que vous gardez des souvenirs difficiles de cette période-là, notamment de ce jour qui a été le jour de l'arrachement à la terre? Absolument. Moi, en fait, par le fait que j'étais plus âgé, quoi, j'avais une vision en fait similaire jusqu'à la guerre. En fait, à la base, il y avait une manière de vivre extrêmement agréable, simple. Mais c'était la guerre quand même. C'était la guerre. C'est la guerre, non. On voyait des chars, des tanks en ville, on voyait des blessés. On était un pays en guerre en fait. Tout simplement. On se rendait même pas compte. Voilà, la déchirure s'est faite après, naturellement, le départ plus que brusque de la communauté juive. Et naturellement, plus âgé, ça m'a marqué un peu plus. Mais oui, parce que vous étiez adolescent quand vous êtes... J'étais adolescent, on est parti, et puis dans notre famille précisément, on est parti vraiment du jour au lendemain. Ouais. C'est-à-dire que la veille, on ne savait pas qu'on partait. Wow. Il fallait partir vite parce que les Juifs étaient chassés en fait. Il fallait qu'ils s'en aillent, il fallait qu'on s'en aille rapidement dans la nuit pratiquement. Et moi, une anecdote très rigolote, c'est que j'avais une petite chérie platonique, j'avais 7-8 ans, et on est toujours en contact quelques petites décennies après. Elle habite en Israël, Sonia, que je salue, je sais pas si elle nous écoute. Et c'est drôle parce qu'elle est partie pour aller en Eretz et nous pour Paris. Et c'est vrai que c'était des déchirures à tous les niveaux, quoi, des amicales, familiales. C'est un schisme terrible, quoi. C'est un départ subit et dramatique pour nos parents. Pour nos parents, parce que nous, effectivement, s'il faut parler de ça 2 petites secondes, c'est le départ. Rapidement, dans la nuit, il fallait partir d'un quartier à un autre, parce que dans ce quartier, les terroristes, je ne sais pas comment on peut les appeler, ou les indépendantistes, je ne sais plus comment il y a tellement de mots aujourd'hui, il ne faut pas faire de gaffe. Mais les gens allaient venir effectivement faire un carnage dans le quartier juif, donc il fallait partir dans la nuit, et on est parti le lendemain, on a pris le train Constantine-Philippeville pour partir à Marseille et à Paris ensuite. Mais c'est vrai que on se rendait pas compte, on était enfant. Ça a été plus dur pour les parents. Nos parents étaient difficiles parce qu'effectivement, comme tous les rapatriés d'Algérie de l'époque, on a vécu des mois et des mois dans une petite chambre à 7 qui faisait 8 mètres carrés, mais il y avait de l'amour, toujours de l'amour et de l'espoir. Et ça reste forcément très ancré. On va pas rester nostalgique aujourd'hui quand même, on est en 25. Aujourd'hui la nostalgie, c'est un trésor, hein, je vous assure. Oui. Indépendamment les uns des autres, quel genre de petit garçon vous étiez et quelles étaient vos passions? Claude. Ma passion première, c'était celle de tout le monde, de petits enfants, le foot, avant toute chose. Oui. Le foot, alors on jouait. On faisait du foot avec des boîtes de sardines. C'est la coutume de faire ça. Génial. Il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas d'argent pour acheter des ballons. Non, c'est pas ça. C'était courant de faire du foot avec des boîtes de sardines vides bien sûr, dans le précisé quand même. Et puis il y avait des jeux naturels. Tout était lié à la nature. Je t'ai toujours vu en tant que jeune frère, je t'ai toujours vu avec une guitare, jouer avec notre père, avec papa. Et je t'ai toujours vu peindre, je t'ai toujours vu avec un pinceau. Absolument, c'est vrai. Peindre des toiles. Je m'en doutais parce qu'on va y venir dans un instant. On va parler avec vous, Claude, puisqu'il y a une actualité autour de cela. Dans votre cas, Norbert, petit, alors, qu'est-ce que vous aimiez et quel genre de petit garçon vous étiez? J'étais un petit garçon, assez turbulent. Je posais problème, je crois, un peu à mes parents. Je savais ce que je voulais en fait. Je voulais pas aller à tel endroit. J'avais un prof de violon qui venait 2 fois par semaine à la maison. J'ai appris Paganini, violon classique, etc. Mais j'étais assez réticent à apprendre avec lui. Mais après, avec le recul, une fois adulte, j'ai compris pourquoi. Et j'avais pas envie de faire un cours avec lui, quoi. Passons les détails. Mais j'étais un garçon
garçon avec plein de copains, avec pris de camaraderie, plein de enthousiastes et chaleureux, aimant le sport. J'ai toujours aimé le sport et j'ai toujours pratiqué le sport depuis petit, quoi. J'adore. Puisqu'on est un peu dans une émission de la transmission, il y a Stéphane à mes côtés. Quel genre alors de petit garçon vous étiez, vous, avec cette transmission puisqu'on parle de votre oncle et de votre père aujourd'hui, qu'est-ce que cela a injecté en vous, un petit garçon? Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une belle et grande famille. Très soudée, mon père, mes oncles, mes tantes et autres. Et depuis petit, je baigne dans ces traditions, dans leurs histoires. Et j'ai toujours, on a toujours vécu avec ça, mon frère, mes cousins, nos cousines, etc. Donc, on connaît leur histoire à travers leurs récits, à travers toutes leurs histoires, et c'est magnifique. Et le petit garçon que j'étais, un petit garçon élevé dans l'amour d'une belle et grande famille soudée, avec tous les plaisirs qui vont avec, les shabbats, les fêtes, les réunions de famille, une belle et douce enfance. La musique, on l'entend, a toujours été au cœur de votre vie, de génération en génération. Bien sûr, il y a votre papa, Alexandre Nakache, ou Yehuda, je crois aussi qu'on l'appelait de cette manière-là. C'était un maître de la musique malouf à Constantine, un savant mélange de musique judéo-arabo-andalouse algérienne. C'est lui qui vous a tout appris. Mais vous avez dit, je crois, c'est une musique qui se transmet oralement, mais qui ne s'apprend pas. Pas comme on pourrait l'apprendre par le solfège ou des notes. Effectivement, le malouf, qui était la musique que jouait notre père, qu'on aime aussi, qu'on joue souvent, il nous a transmis cette passion du malouf constantinois, qui est une musique andalouse judéo-arabe. Et effectivement, elle se transmet oralement. Elle est difficile. D'abord, les chansons sont très longues. Les morceaux durent 15-20 minutes. C'est souvent basé sur l'amour, l'affection, l'amour qui est un peu tragique, un peu à l'italienne, quoi. Et il y a pas de solfège, c'est tellement long. Mais je me souviens que notre père, par exemple, il était lui-même, on appelait ça cher, ça veut dire maître. Maître, ça veut dire qu'il connaissait des dizaines de chansons par cœur. Imaginez, Cyrielle, que quelqu'un qui connaisse tout le répertoire, par exemple, de Charles Aznavour, mais tout par cœur. Et donc, il y avait des maîtres au-dessus de lui, des maîtres, évidemment, ses maîtres à lui, qui le reprenaient quand il disait oui au lieu de dire non, quoi, un mot. Donc, c'était très précis. Et c'est une belle musique qui est en même temps joyeuse, mais qui est très nostalgique. Il y a beaucoup elle est un petit peu comme le fado, un petit peu à l'instar du fado, qui est la musique que tout le monde connaît, portugaise. Mais c'est sombre, et beau, et c'est vrai qu'elle se transmet pas. Elle se transmet oralement. Elle se transmet oralement, voilà. Mais elle ne s'apprend pas, c'est bien ça. Et qui donne de très grandes émotions. Nous, personnellement, les plus grandes émotions que j'ai eues musicalement, justement, c'est dans le malouf. C'est avec le malouf. Alors, on le disait tout à l'heure, vous allez vous faire connaître avec le titre Elle imagine, sorti dans les années 80, issu de votre premier album, Des matins calmes, je crois savoir, qui parle bien sûr à tous les déracinés, et pas seulement, puisque c'est une chanson qui parle à tous ceux qui sont nés ici et qui sont nés là-bas. Une chanson, vous l'avez dit très souvent, qui est très intemporelle. Au total, vous avez sorti plus d'une dizaine de singles, un deuxième album, Un beau dimanche d'été, sorti il y a quelques années avec 30 ans d'écart. 40 ans après vos débuts, ces titres, vous les portez toujours. Vous serez d'ailleurs en concert le 10 septembre prochain à la salle Gaveau. J'ai envie de dire déjà, quelle jolie leçon de longévité, Norbert. C'est effectivement un bonheur. En fait, on a vécu depuis petit, comme je vous le disais tout à l'heure, avec notre père, nos parents, dans la musique. Donc la longévité, elle est en nous. C'est génétique, c'est un atavisme. On est vraiment dedans, longévité. D'abord, on a la chance d'être, quand on fait, on est un peu, il faut vous dire qu'on est un peu feignant. On fait pas beaucoup de concerts. Pourquoi? Parce qu'on est un groupe de cinq frères, avec chacun son caractère, sa mentalité, ses choix musicaux. Et puis ses projets, et puis d'un autre côté aussi sa vie. Sa vie, donc il y a des contradictions sur les morceaux, le choix des morceaux. On est un peu feignant, mais là, par exemple, le faire Gaveau ensemble, c'est le plaisir de se retrouver avec le public. La longévité vient du fait, effectivement, déjà, on fait de la musique pour nous, par passion, à la maison, effectivement, entre nous, on fait beaucoup de bœuf, mais surtout, il y a un amour avec le public, il y a une tendresse, il y a un lien particulier, et donc ça nous donne envie de faire et de faire toujours, tout au long de notre vie, quoi. Il y a du répondant, il y a un miroir.
On parle à quelqu'un, on parle à un public qui est Un notre public famille, qui nos vous amis. suit, qui bien sûr a grandi avec vous. Ça se perpétue également de génération C'est drôle, oui. en génération, votre musique. Ce concert, vous l'avez dit, il s'intitule Se voir, se retrouver. On pourrait penser et croire que c'est un message vraiment à destination de votre public, mais c'est surtout une fresque familiale dont il est question. Et se revoir, se retrouver, c'est pas des mots effectivement, comme vous dites, Cyrielle, c'est pas des mots anodins. Il y a un souci sociétal, on l'éclaire, on le sait tous. On voit plus les gens. Il y a des réseaux sociaux, il y a des téléphones, il y a des écrans. On s'appelle, on fait des zooms, on fait des calls et machin, etc. Donc, ce qui fait que on a moins tendance, il y a moins d'endroits où, heureusement qu'il y a les fêtes, les Shabbats, effectivement, où on peut se rencontrer. Et l'idée, souvent, on nous dit, alors, quand on vous voit, à quelle heure, quand on vous voit, où vous passez, Donc, l'idée, c'est de se revoir, se retrouver pour créer une belle soirée le 10 septembre, comme vous le disiez, à Salle Gaveau. La Salle Gaveau est une salle qui nous plaît. Perso, moi, je suis allé plusieurs fois à voir des concerts classiques, j'aime beaucoup ça. Et la salle est belle. D'abord, il y a une très belle acoustique, elle est centrale. Et se revoir, se retrouver, c'est une communion avec le public ami, quoi. On est proches. Avec le public, mais peut-être surtout entre vous, entre frères, puisqu'on Bien a sûr, compris bien que sûr. c'est un moment de partage aussi ensemble, et que surtout, sur scène, vous allez nous raconter une histoire familiale importante. L'histoire, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, Cyrielle, à savoir qu'effectivement, c'est comme un synopsis, c'est comme une sorte de téléfilm où, modestement, on dit nos origines, notre vie, etc. Mais en même temps, ce qui est sympa, c'est que on a envie, je ne sais pas si on va le faire, mais on a envie aujourd'hui d'avoir une interaction avec le public. Ça dure presque avoir des micros dans la salle Oui. et où les spectateurs parlent et donnent eux-mêmes leurs souvenirs et voilà quoi, comme une fête familiale. Une fête familiale, c'est ça. Alors, la chanson, elle imagine, sera le fil conducteur du spectacle. Il y a un très joli hommage au père. Bien sûr. Dans ce que vous allez nous proposer. Le public sera un petit peu comme des invités parce qu'il y aura une table nappée de blanc, des musiciens qui seront installés. Vous savez tout. Écoutez, j'ai lu la presse. Et forcément, donc, ça donne très envie de découvrir parce que vous allez scénariser ce concert qui sera plus qu'un concert, on peut le dire comme ça, c'est un moment de partage. C'est un moment de partage, effectivement. L'idée, un petit peu, c'est comme un beau dimanche. Le thème aussi est un beau dimanche d'été. On sera en été le 10 septembre. Et cette histoire de table sur la scène conviviale, c'est imager un dimanche familial avec des amis où tout le monde chante, tout le monde parle, etc. C'est pas un concert, on veut pas un concert classique où on fait un alignement de titres qui se suivent, quoi. Et je me suis demandé si, bien sûr, on se doute bien qu'il va y avoir la reprise des standards, des titres que l'on connaît, mais est-ce que vous allez chanter en arabe, par exemple ? Est-ce que Marc va chanter en arabe ? Je me suis posé cette question-là. C'est plutôt Claude qui chante en arabe en général, qui est Alors, vous allez chanter ou pas en arabe ? Question, Claude. Très franchement, ça fait partie de notre identité en réalité. Le Oui. Melouf, c'est chanter en arabe. Après, pour être très franc, on est sur un fil actuellement. Il y a des choses qui font que... Vous savez, en arabe, il y a une phrase que notre père disait, Habni nhabbak. Je traduis un mois et je t'aimerai. Un mois, je t'aimerai. Si tu m'aimes pas, tant pis, si tu m'aimes pas, c'est bon. Maintenant, il s'avère qu'il y a Non, c'est même pas ça. C'est-à-dire, si tu m'aimes pas, je t'aime pas, quoi. Quelque part, oui. Mais... Bon, le fait est, c'est que c'est un peu délicat. Maintenant, on ne sait plus trop. Personnellement, moi, j'adore chanter en arabe, entre parenthèses. Je préfère plus chanter en arabe qu'en français. Mais... là, à l'instant même, mais il y aura déjà un hommage à notre ami, à l'ami d'enfance de Claude, qui s'appelait Hamdi Benani. Hamdi Benani, feu son âme. Et Hamdi Benani était vraiment l'ami intime de Claude. C'était l'élève de notre père. Et effectivement, on va faire, je crois, on est resté des amis, cette chanson qui est authentique, qui est fidèle à l'amitié, fidèle à. En fait, les êtres humains, nous, on se rend compte qu'on l'a évidemment. Pour
pour parler de ça. On y vient effectivement chanter en arabe. Il y a une conjoncture qui fait qu'on est tous saisis, on est tous meurtris. C'est difficile. Il faut pas être hypocrite, c'est difficile. Pour faire court, il faut espérer de meilleurs moments et chanter en arabe tous ensemble. Vous avez chanté à l'Institut du monde arabe à plusieurs reprises, en tant bien sûr que témoin de la longue présence juive dans les pays du Maghreb, notamment en Algérie. Dans une exposition aussi, la dernière fois vous m'en aviez parlé, qui explorait les différentes facettes de la cohabitation entre juifs et musulmans au sein des pays arabes. Il y a cette chanson, cette amitié dont vous me parliez également la première fois que vous êtes venu avec Hamdi Benani, votre ami de toujours, que vous considériez comme un grand musicien, un frère même, chef d'orchestre, grand maître du Malouf. Bien sûr, une amitié fraternelle. Aujourd'hui, à l'heure où Boualem Sansal croupit, pour dire vulgairement, dans les prisons d'Algérie, c'est très très compliqué évidemment. Norbert, je me tourne vers vous parce que bien sûr je ne peux pas vous poser cette question. Est-ce que le 7 octobre quelque part a transcendé quelque chose chez vous, dans votre art, puisque je l'entends bien, on lève un peu le pied sur la musique arabe et puis pour le fait de le chanter en arabe, parce qu'on a aussi envie de s'exprimer en français, de dire des choses très fortes. Mais aujourd'hui, comment vous, ne serait-ce qu'au sein de votre famille, vous êtes positionné après ce 7 octobre? On est comme tous les êtres, tous les humains de la planète. On a été tous meurtris, choqués, totalement bouleversés. On l'est toujours. Personnellement, moi je vais tous les vendredis au Trocadéro il y a une manifestation pour la libération des otages. On est actif, modestement actif, mais c'est une tragédie immense. Après, on peut parler de tout ce qui se dit aujourd'hui en temps réel, les contradictions, les prises de parole des politiques, etc. Mais c'est toujours un peu surprenant, un peu effarant, et des propos de leaders politiques, mais qui ne savent rien, qui ne savent même pas où ça se trouve, et qui ont un but tout à fait électoraliste pour faire des voix. Mais les musulmans que nous connaissons, et on en connaît beaucoup qui sont nos amis, sont tous conscients qu'ils sont manipulés. Enfin, ils essaient d'être manipulés, mais ils ne le sont pas. Il y a une chanson dans votre dernier album, Un beau dimanche d'été, j'aimerais qu'on l'écoute. C'est Vendredi, cette chanson qu'on écoute en intro. Elle est très belle. C'est l'Ode à la femme. Vendredi, ça s'appelle. Celle-ci, je crois que c'est Un coin de terre. On va écouter. Ah, c'est la même, trop. Pardon. À vrai dire, chacun veut vivre heureux sur ce lopin de terre, caressé par la mer. Un linge qui pend, gonflé de vent. Une femme aux cheveux blancs arrose des fleurs, et dans l'air frémissant, elle pense avec douceur qu'un coquelicot au cœur vaut mieux qu'une tache de sang. On est des gens bien ordinaires. Chacun ne veut qu'un coin. Cette chanson s'intitule Un coin de terre. Forcément, quand je l'ai entendue, je ne pouvais pas ne pas penser à ce qui se passe en ce moment entre Israël et Gaza. Bien sûr, le positionnement est toujours très très compliqué, mais je voulais quand même que nos auditeurs puissent découvrir et puissent s'imprégner de cette émotion que vous avez voulu nous donner dans cette chanson-là. On reste bien sûr ensemble, on revient dans un instant avec vous sur l'antenne de Radio J, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous. Et qu'ils grandissent, tout est si Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanine Belaïch.
Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Toute menace contre la vie de diplomate est inacceptable. Déclaration à Bruxelles de la chef de la diplomatie européenne après des tirs de sommation par l'armée israélienne exécutés cet après-midi pour éloigner des diplomates en Judée-Samarie. Kaya Kallas appelle Israël à enquêter sur cet incident et à demander des comptes à ceux qui en sont responsables. Et puis, désaccord au sein de l'Union européenne dans la réponse au gouvernement israélien. L'exécutif allemand défend l'utilité de l'accord d'association entre l'Union et Israël, qu'il qualifie de forum important, tandis qu'une majorité de pays membres ont voté en faveur d'une révision du texte en réponse à la nouvelle offensive à Gaza. Les Émirats arabes unis et Israël ont conclu un accord sur l'envoi d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Il répondrait dans une première phase aux besoins d'environ 15 000 personnes, selon le chef de la diplomatie émirati. Médecins sans frontières accusent l'État hébreu d'accorder une aide ridiculement insuffisante aux Gazaouis, aide qui ne serait qu'un outil au service des objectifs militaires des forces israéliennes selon l'association. En France, le Conseil de défense et de sécurité nationale consacré à la place des frères musulmans dans la société est terminé. Hier, le ministre de l'Intérieur a dévoilé un rapport sur la question. Bruno Retailleau a pointé un islamisme qui tente d'infiltrer les associations sportives, culturelles ou encore sociales. Enfin, c'est bientôt la fin des appels intempestifs pour profiter des aides de l'État. Changer d'opérateur ou utiliser votre CPF, votre compte personnel de formation. Le Parlement va adopter cet après-midi une proposition de loi pour mettre fin au démarchage téléphonique. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve bien sûr à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec les frères Nakache et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Fabienne Hameçon, responsable du service écoute-mémoire de l'OSE. Dans leur enfance, les survivants de la Shoah ont connu des années terribles. Mais plus de 70 ans plus tard, l'OSE veut leur permettre de vivre de bons moments. Des moments de partage, de chaleur humaine et de solidarité au sein de ces différents services. Des lieux de parole et de convivialité, tels Écoute-Mémoire et Histoire, le Café des Psaumes, les Graines de Psaumes. Aidez-nous à leur apporter aujourd'hui ce bien-être. Merci à vous. Association OSE, don sécurisé, ose-france.org. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Mon bébé, חזרנו לטעות הזאת עוד פעם. את לעולם לא תשתני את זה הבנתי. בגלל זה עזרתי. maintenant c'est fini entre toi et moi. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. תגידי לו פוקטיבית, אגרסיבית, take it or leave it, ומי שלא מתאים לה אז תגידי לו רדיו J. מה פספסת? אל תשאל כי אני כבר לא יודעת איך עושים אהבה היום. אל תשאל אם אני מתגעגעת, אל תבוא לי גם בחלום. את מי אתה חושב שאתה מפחיד, ואם אתה לא מתכוון להרים לי תוריד את התמונות מהפיד, ואם יש לך מה להגיד כפרה תגיד, שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב, אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי ממי כי אני חתולת רחוב. רדיו J. רדיו J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mes invités aujourd'hui, les frères Nakache et les petits-enfants. On en vient dans un instant pour leur concert. Se voir, se retrouver. Concert le 10 septembre à la salle Gaveau. Bien sûr, dans votre carrière, Norbert et Claude, vous avez aussi une étiquette de producteur, dénicheur de talent, Norbert. Vous avez produit et contribué au succès de plusieurs artistes pour lesquels vous avez notamment écrit. Je pense à Ophélie Winter avec ce titre Dieu m'a donné la foi. Inès Rivero avec Astaciem Pré
portrait de Che Guevara. Vous avez aussi participé aux albums d'Hélène Ségara, de Chimène Badi. Vous avez découvert Yael Naïm et produit un rappeur américain, G5. Aujourd'hui, vous avez transmis cette passion bien sûr de la production, de la musique avant toute chose. Un des petits-enfants qui n'est pas le vôtre, celui à qui je pense est Raphaël, qui joue extrêmement bien de la darbuka pour l'avoir vu. Il est le fils de notre frère Claude, de Gérard, effectivement. Oui, c'est un talent. Il a un talent. Vraiment incroyable. Est-ce que parfois il vient avec vous sur scène ou pas? Parce qu'il faudrait y penser. Il est venu effectivement jouer avec nous et c'est un plaisir. Au Palais des Congrès, à la dernière Tzedaka, il y a 3-4 mois, effectivement, on était une dizaine de musiciens. Il a pris des percussions et il assure bien. Il assure bien. J'espère un jour le recevoir en invité principal parce que je suis sûre qu'il en fera vraiment quelque chose de génial. En invité principal aujourd'hui, il y a vous, Stéphane, votre frère Roman et vous participez à la création de la comédie musicale La Légende du Comte de Monte Cristo qui sera en tournée dans toute la France en janvier qui arrive 2026. Il y aura des dates au Dôme de Paris. On peut dire que la transmission est OK, bien sûr, fruit d'un travail transgénérationnel. C'est un projet dont Norbert, vous êtes à la base le concepteur avant d'arriver au déroulé. Je crois qu'il y a quelque chose là. C'est ça, il nous a réveillés en pleine nuit il y a quelques années. Je suis désolé. Et il nous dit j'ai une idée incroyable, on va faire Monte Cristo en comédie musicale. Et 4 ans plus tard, on y est. On prépare cette comédie depuis longtemps maintenant avec mon père Roman et mon frère Roman et une grande et large équipe de grands talents d'artistes. Et ça commence 26 janvier 2026 au Dôme de Paris, avant 80 dates en tournée et à l'étranger. Alors on va commencer à prendre les dates parce que ça va très vite. Forcément, quand il y a une comédie musicale, on a envie de faire partie des premiers. Donc les premières dates commencent à être réservées, je l'imagine très bien. Comment se passe le casting? C'est la question que je me pose évidemment. Est-ce qu'il y aura de nombreuses personnes sur scène? Alors le casting, c'est drôle parce que juste avant d'arriver ici, on était en pleine finalisation d'audition. Wow. On a eu la chance, on a la chance d'avoir des danseurs, des chanteurs de grande qualité. Notre metteur en scène est un franco-américain qui a fait de belles comédies musicales comme Mary Poppins, Mamma Mia et d'autres, Footloose. On a un chorégraphe qui est le chorégraphe de Lady Gaga, de Madonna. Wow. Donc on a ce côté très moderne et en même temps on a la chance d'avoir les costumiers, scénographes de la comédie musicale Les Misérables que vous avez vu peut-être au Shelter il n'y a pas longtemps et qui pour moi est la plus belle des comédies musicales. Donc on a ce côté traditionnel de comédie musicale avec le scénographe et le costumier des Misérables et en même temps ce côté ultra moderne avant-gardiste avec Nicolas Huchard qui est le chorégraphe de Lady Gaga et Katy Perry, etc. Donc c'est cool. Il y a 2 têtes d'affiche dans le rôle de Mercedes et Dantès qui sont John Steers et Philippine Lavray, 2 anciens de The Voice. Philippine Lavray, on la connaît bien parce qu'elle a fait un duo avec Benson. On l'a vu en première partie de Mad Pokora suite à un concours qu'elle avait remporté. Elle a participé également aux Enfoirés. John Steers, bien sûr, représentant de la Suisse à l'Eurovision il y a quelques années maintenant. Pourquoi vous avez pensé à eux? Pourquoi c'était évident pour vous? Alors pour commencer par John Steers, c'est une rencontre incroyable. Il a une voix dingue, il peut passer des graves aux aigus avec une facilité déroutante. Il a une facilité dans la composition qui est extraordinaire. Philippine, elle a un charme, elle est musicienne, et alors les deux, au-delà d'être des chanteurs de la comédie musicale, nous aident vraiment sur la composition. Roman en a la direction artistique, mais les deux têtes d'affiche sont vraiment présents au quotidien dans la création musicale et la création artistique. Et ils s'entendent en plus, ils s'aiment beaucoup. Les deux se connaissent depuis très longtemps, ils s'entendent super bien. C'est un beau duo. Ils jouent bien, ils chantent bien, c'est un duo canon. Et oui, on entend en bas-fond, on écoutera dans un instant l'exclusivité, le titre entier, L'éclat de nous, bien sûr, qui a commencé à être dévoilé. Pourquoi le comte de Monte Cristo, Norbert ? Le Comte de Monte Cristo, c'est une vieille histoire, entre guillemets. D'abord, c'est un sujet fascinant. On était en famille petit. Moi, j'avais peut-être 9-10 ans à Marseille. Et de Marseille, on est allé voir le château d'If. Et cette histoire est fascinante. Alexandre Dumas, d'abord, évidemment, on l'a lu, on a relu dans en long travers, toutes les virgules. Parce qu'en fait, elle incarne tout ce qui est... toutes les valeurs d'aujourd'hui, tous les moments. Et faire le Comte de Monte Cristo, c'est être en même temps contemporain,
bien que ça ait maintenant pratiquement de 200 ans, voire plus, quoi. Un peu moins, mais bon. Un peu moins. Et c'est les valeurs, c'est les choses que l'on ressent. Il y a l'amour, l'espoir, évidemment il y a la trahison. C'est un spectacle, ça se veut déjà un plaisir de voir des chanteurs, des danseurs, mais il y a des petits messages qu'on vous dévoilera au fur et à mesure, mais c'est surtout un moment agréable à voir, quoi. Comment vous avez choisi de traiter cette histoire ? Est-ce que j'imagine peut-être que la partie amoureuse va être au cœur de tout ou pas ? Oui, en fait, l'idée qu'on a eue artistiquement, c'était d'axer principalement sur cette belle romance entre Edmond et Mercedes. Alors dans le livre, effectivement, la partie entre Edmond et Mercedes est assez courte, mine de rien, au début. Et tout le livre est assez axé sur la trahison, la renaissance, la vengeance. On a voulu faire quelque chose de beaucoup plus romantique et d'axer sur l'amour. Cet amour qui a été perdu, volé quand Monte Cristo était tout jeune, et qui l'a fait en fait tenir pendant ces années de captivité pour revenir et pour retrouver celle qu'il aime ou pas. On verra à la fin s'ils finissent ensemble ou pas. Ah bah oui, c'est la grande question. Est-ce qu'on finit en Roméo et Juliette ou est-ce que pas du tout, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Alors, je tiens à dire quand même, parce qu'il faut le signaler, qu'il ne faudra pas confondre le Comte de Monte Cristo qui a le vent en poupe en ce moment avec d'autres comédies musicales. Je sais qu'il y a Calogero qui avait annoncé un projet qui a été complètement avorté, donc on est très content parce que place à vous. Mais je crois qu'il y a peut-être une autre comédie musicale en même temps, donc vous, on est bien d'accord. Ça démarre au Dôme de Paris, le 26 janvier, et c'est vous qu'on viendra voir évidemment. J'espère qu'on aura le plaisir de refaire une promo avec Philippine Lavray. J'aimerais beaucoup la recevoir. On s'organisera ça pour la rentrée avec un grand plaisir. Avec grand plaisir, merci. Si Dieu veut. Merci à vous. Merci à toi, est-ce qu'il y a d'autres projets en préparation, Norbert ? Il y a une belle exposition de Claude, notre frère, en ce moment, et une exposition de tableaux, puisqu'on parlait de peinture tout à l'heure. Et d'autres projets, il y en a toujours, effectivement. Il y en a toujours. Mais déjà, on est concentré dans la légende de Monte Cristo. Et notre Gaveau, effectivement, qui est un bonheur. Et Claude Parrain, il peint. Eh ben oui, on va en parler, bien sûr, de cette peinture, parce que Claude, j'ai très envie de parler de votre travail. Je l'ai sous la main, travail d'artiste peintre. Vous exposez en ce moment vos œuvres jusqu'à mi-juillet à la Cille de Levallois. Pour en avoir vu quelques-unes de par votre fille Laurine, que j'embrasse très, très fort. Est-ce qu'on peut considérer que le Malou, finalement, transpire jusque sur la toile ? Totalement, vous avez tout dit. Ah, j'aime bien, j'ai tout résumé très rapidement. Bon, en fait, c'est vrai que la musique à la peinture, tout ça, c'est finalement une chose. Il y a beaucoup d'instruments dans tes tableaux. Il y a beaucoup d'instruments pour la musique. Oui, d'autant plus que j'ai fait, alors précisément, puisque c'est vrai, puisqu'on en parle, c'est précisément, un jeu de mots, c'est ode, l'ode à la ode, en fait. Ouais, c'est oud à la vie, écrit oud comme le oud ou comme l'aude. Comme le oud, voilà, exactement, à la vie. Et donc, j'ai mélangé un peu ce que j'aime bien, quoi. D'abord, l'importance de la musique dans la vie, la femme qui est centrale dans la Torah, d'ailleurs. Le pilier de la maison, c'est la femme, on l'a toujours su. Et puis, il faut le savoir, voilà. Il faut le redire constamment. C'est très beau de l'entendre, en tout cas, que vous le disiez. Et puis les couleurs, la lumière, tout ça, ce sont des choses qui sont entremêlées, finalement, qui donnent des tableaux que je fais, qui plaisent, quoi. Ça me fait plaisir. Exactement. J'adore ce qu'a dit un de nos potes journalistes en voyant son exposition la semaine dernière. Il a dit: tu es le Chagall en début. Le Chagall en holo, ça marche. Il y a de la couleur. Eh ben, honnêtement, je suis tout à fait d'accord. Il y a une part où on ne peut pas ne pas penser aux couleurs de Chagall, à ce côté un peu suspendu comme ça que pouvait avoir Chagall. C'est sans doute ce que vous avez voulu mettre dans votre art. En effet, les instruments ont une grande place prépondérante. Il y a la lumière, la musique. On voit tous ces instruments qui ont certainement ponctué votre musique et votre vie. On voit la guitare, on voit je sais plus comment on appelle ça, le luth. Un luth, en fait, c'est un luth, mais oui, c'est un luth oriental, quoi. Luth oriental.
culturelle et on voit en effet ces femmes qui ont une place importante dans votre vie et dans la vie en général, avec également, bien sûr, des bougies. On voit tout ce qui rappelle un petit peu la judéité dans votre art. Et donc, voilà, je conseille fortement de venir voir cette exposition au 10 rue Baudin, au centre culturel Anna, bien sûr, et puis Drahi, bien sûr. Ce sera jusqu'au 6 juillet. Venez nombreux, c'est très important de venir voir l'art de Claude Nakache. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio J, bien évidemment. On va continuer à parler avec vous et puis on va surtout aller au théâtre ensemble avec Charlène Villemer. Au théâtre. Bonjour Charlène. Et bonjour Cyrielle, bonjour les frères Nakache et bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène au théâtre de la Michaudière pour une pièce sur la famille, une comédie tendre et féroce à la fois, Chers parents. Le pitch, une réunion de famille qui commence à tambour battant. Jeanne et Vincent, les parents, demandent à leurs 3 enfants de venir les joindre d'urgence. 700 km plus tard, Pierre, Jules et Louise accourent, un peu inquiets, craignant le pire. Le souffle coupé, ils débarquent dans la maison familiale. Personne, juste une note. Les enfants, nous sommes partis en balade. La fratrie s'aime et aime leurs parents. Ils se serrent les coudes. Mais cette unité familiale va exploser en plein vol à l'annonce de ce qui devait être une bonne nouvelle. Et très vite, chacun va défendre sa part d'héritage, de souvenirs et de reconnaissance. Vous avez souffert pendant votre enfance? Vous avez manqué de quelque chose? On pense avec votre père qu'on vous a transmis ce qu'on devait vous transmettre. Enfin, je parle de valeurs, bien sûr. Après, vous en avez fait ce que vous vouliez, c'est votre vie. Bon, on n'a pas été parfait, on a fait ce qu'on a pu. Mais qu'est-ce que Jeanne et Vincent mijotent ? Dans Chers parents, on parle de transmission, on parle de nostalgie et de non-dit, de ce moment où les rôles s'inversent, où les enfants découvrent leurs parents sous un autre jour. Après 4 ans de succès, Charlène, une nomination au Molière 2022, la pièce revient pour 30 dates exceptionnelles. Et oui, on comprend pourquoi. C'est le script, moi, qui m'a particulièrement plu ici, très bien construit. C'est drôle, il y a du rebondissement, et puis entre les quiproquos, les chamailleries, c'est surtout très humain cette pièce. Ce qui devait être une réunion de famille banale se transforme en véritable épopée. Et puis derrière les éclats de rire, Chers parents parlent de ce que les parents doivent ou ne doivent pas à leurs enfants, de la place de chacun dans la fratrie, de l'amour mêlé d'attente, de l'impermanence des sentiments et de ce petit rien qui peut tout faire basculer. Et j'ai pensé à vous, les frères Nakache. C'est vrai, 5 frères. On se retrouve on un est peu d'accord. là, ouais. Fils d'Alexandre et Eugénie, né en Algérie, grandi à Paris, mais profondément enraciné dans cette terre d'exil et d'amour. Et cette pièce, en fait, elle m'a rappelé cette chanson. Un beau dimanche d'été, une ode à la joie simple d'être ensemble, aux souvenirs d'enfance, aux repas partagés en musique, au Shabbat avec du malouf et ces liens invisibles qui tissent toute une famille. C'est une fresque familiale au goût et au décor d'une nostalgie ensoleillée. Et je l'ai retrouvée, moi, dans Chers parents. Alors rendez-vous au théâtre de la Michaudière jusqu'au 29 juin prochain. Merci. On va y aller. Et merci beaucoup Charlène Villemer. Allez, tout de suite, c'est la chronique de Leslie Valenzy du collectif Agité dans un instant sur Radio J. Dans les bras, on était tous là. La chaleur. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Leslie Valenzy du collectif À Juste Titre, un collectif de communicants qui traque les billets médiatiques liés à l'antisémitisme. Chaque semaine, ils analysent ce qu'on lit, ce qu'on ne lit plus aussi et surtout comment on le raconte. Leslie, cette semaine, je crois que vous êtes tombée de votre chaise. Oui, Cyrielle, et pas qu'une fois, parce qu'on a beau se battre pour les mots justes, mais il y a vraiment des semaines où on se dit que c'est foutu. Foutu pour la nuance et foutu pour l'équilibre médiatique. Ces derniers jours, c'était un florilège. Bien sûr, le mot génocide utilisé à l'appel dans la presse est désormais sans filtre. Et la famine à Gaza, c'est maintenant un fait acquis, repris partout comme une évidence. Alors oui, Israël bloque de nombreux camions humanitaires depuis la fin du cessez-le-feu, mais Israël s'en défend. Il ne s'agit pas là d'affamer les civils, mais d'éviter que le Hamas continue de détourner l'aide. Et qu'on y croit ou pas, on aimerait au moins le lire dans les médias, juste au nom de l'exercice de contradiction qui oblige les journalistes. Et dans ce festival des biais médiatiques, on a aussi trouvé cette pépite. Paris, les 2 concerts du chanteur génocidaire Eyal Golan placés sous haute surveillance. Scandale, en effet. Et c'est le média local Actu.fr qui a écrit ça.
Et le HuffPost qui en rajoute une couche en titrant sur cette citation « Pas de concert pour les génocidaires ». Mais quand il y en a plus, il y en a encore. Mais là, ça fait très très mal. Comme si certains n'attendaient que ça. On voit passer de plus en plus d'articles sur une communauté juive divisée. Dans le magazine Le Pèlerin, par exemple, on a pu lire hier, 18 mois après le déclenchement de la guerre à Gaza, l'unité apparente de la communauté juive française vole en éclats. Et pendant qu'on lit tout ça, Leslie Valenzy, un rapport gouvernemental explosif est sorti hier. Absolument, un rapport de 73 pages sur des frères bien moins sympas que les frères Nakache. J'ai nommé les frères musulmans. On y lit noir sur blanc. C'est bien dit, ça. Donc, dans ce rapport, on lit noir sur blanc ce qu'on dénonce depuis des mois. L'antisionisme radical des frères musulmans glisse ouvertement vers un antisémitisme assumé, importé et structuré. On y apprend que 139 mosquées, écoles et 280 associations diffusent un imaginaire de guerre. Un imaginaire où les juifs sont les ennemis naturels des musulmans, où Israël est un oppresseur et tout ce qui est juif devient automatiquement suspect. Il y a des exemples concrets. On dénonce par exemple des prêcheurs qui expliquent à des enfants, à des jeunes, que les juifs contrôlent les médias. Vous me direz, c'est un grand classique, que la République est complice et que les synagogues sont des lieux de propagande sioniste. Le rapport a été largement repris dans les médias et tant mieux. Il y a eu une dépêche AFP, des papiers dans toute la presse quotidienne nationale et régionale. Mais maintenant, les faits sont dits. On attend surtout le passage à l'action et on compte sur les journalistes pour nous le relater. Pour terminer, dans ce contexte médiatique bien chargé, Leslie, vous avez quand même relevé un exemple à saluer cette semaine. Oui, et c'est du côté du Parisien que ça se passe, il faut le dire, parce que le Parisien a pris le temps de faire ce que beaucoup ne font plus, consacrer de l'espace, du vrai, à un otage du Hamas. Et rien que ça, aujourd'hui, c'est devenu rare. Une couverture, une double page sur Tal Shoham, 505 jours de captivité, un récit brut et humain. Tal raconte l'enfer des tunnels, l'humidité permanente, la lumière qui ne s'éteint jamais, la faim, les vêtements mouillés, l'absence de sommeil, de repères, et cette phrase qu'on n'oublie pas. J'avais trouvé la paix dans l'idée de mourir. C'est le résumé d'un homme qui en fait a traversé l'indicible. Quand bien sûr, certains continuent à présenter le Hamas comme un mouvement de résistance. Et ce qui fait du bien, si je puis dire, dans cet article, c'est que rien n'est minimisé. On ne doute pas de la parole de l'otage, on ne rajoute pas de « oui mais », on écoute et on transmet. Et ce que j'aimerais dire aux médias, c'est « ok, parlez-nous du drame humanitaire qu'est la guerre à Gaza, critiquez Israël lorsqu'il le faut ». Mais pas au prix du silence sur les otages, pas au prix de l'oubli. Et nous, chez À Juste Titre, tout ce qu'on demande, c'est de la justesse, de la nuance, de l'équilibre dans les médias. Qu'on entende aussi ceux qu'on n'invite jamais et qu'on n'oublie pas que les mots qu'on choisit font le monde qu'on construit. Merci beaucoup Leslie Valenzy du collectif Agité. Merci, à la semaine prochaine évidemment sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude, c'est de quelque part débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Derrière moi, il y a Stéphane. Je vais vous demander de venir à côté de Claude et de Norbert. Voilà, comme ça on va pouvoir entendre un portrait plus que complet avec vous, Véronique Zana. Bonjour. Bonjour et merci pour l'exercice multiplié par 3. On va essayer d'y aller sans loucher. Alors, je vais faire des croisements. Déjà, ce qui est vraiment hyper significatif, c'est qu'entre le père et le fils, le mot atavisme a été employé de part et d'autre. Et la référence... Vous nous avez épié alors, écoutez. Ah, mais j'avais des oreilles en pavillon. Et non seulement il y a l'atavisme, mais il y a la fidélité. Et entre les deux frangins, je dirais que ce qui vient passer, c'est une espièglerie. Alors effectivement, vous avez parlé... je ne vais pas dire qui, d'une futilité du 2e degré. Sans doute, il y a quelque chose au niveau de la sensualité des femmes, quelque chose qui passe. Mais on voit sur vos visages, tous les deux, il y a ce petit sourire. Et au fond, cet amour de la vie, hein, c'est ce qui vous anime et qui prend... pourquoi tricher exactement. Et ce rire, finalement, c'est ce qui permet aussi de mettre un peu de relief et de rendre le tout supportable. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'enfance, c'est pas seulement le foot, mais avec les boîtes de sardines. Mais finalement, ça commençait déjà à faire du bruit. C'est une musique, hein, le bruit du métal sur le... Absolument, et très agréable en plus. Mais, en tout cas, marquante. On y était déjà. Et alors, ce que je peux dire aussi, c'est que autant les deux frangins ont cette petite légèreté, mais celui qui prend quand même le côté sérieux, c'est quand même le fils.
Où Stéphane. on a ah oui, vraiment, vous tenez bien le verbe. D'ailleurs, très sérieux au niveau des mots, intègre et entier. Attention, ça rigole pas. Je suis un type sur qui on peut compter. Peut-être qu'il y a un double sens, mais en attendant, voilà, c'est aussi intéressant de voir comment les choses se transmettent, que ce soit de l'atavisme, comment d'ailleurs vous prenez chacun votre identité, et ça c'est quand même pas évident, que ce soit pour la fratrie ou pour la famille. Comment arriver à être ensemble en gardant une individualité ? Il me semble que vous y arrivez vraiment pas mal. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, je me souviens de cette interview il y a 3 ans, en tout cas ce qui est certain, c'est que le sensible continue de vous animer. Et c'est vraiment ce qui fait votre carte de visite. Donc je vais conclure en disant ce sensible au travers de ce coquelicot au cœur et qui vaut mieux que cette tache de sang, mais surtout la générosité, le mémoriel et l'espoir d'être bientôt à nouveau tous ensemble. Amen, amen. C'est magnifique, Merci bravo, pour cette félicitations, vous avez bien défini, bien capté, les mots sont justes et on se retrouve dans vos propos. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. On l'a en exclusivité, on ne va pas s'en priver de découvrir l'éclat de nous, évidemment, chanté par John Steers et Philippine Lavray, qui parle de cette légende du comte de Monte Cristo. C'est le single qui vient de sortir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Je rappelle votre concert, se retrouver le 10 septembre à la salle Gaveau. Et puis Claude Nakache, on vient à la Cille évidemment pour découvrir vos œuvres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la réalisation audio, Benjamin Arnaud et Tananou Kayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Jacques Expert pour son ouvrage, son roman polar Ma Sœur, sorti aux éditions Calman Lévy. Tout de suite, ce sera le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, bien sûr, le journal complet sur Radio J. En attendant, belle écoute. C'était